Bonjour, c'est Alexis Rosenfeld. Je suis photographe sous-marin, explorateur. Et en 2022, j'ai créé le projet One Ocean. Notre objectif ? Comprendre l'océan au travers de nos missions d'exploration scientifique. Nous avons tous un rôle à jouer. En écoutant cet épisode de plongeon et en le partageant autour de vous, vous nous aidez à sensibiliser le plus grand nombre à la richesse de l'océan. Je vous souhaite une très bonne écoute. Août 2017, île Sainte-Marguerite, Cannes. Les protagonistes de cette aventure, Anne Joncheret, archéologue sous-marine et directrice du musée archéologique de Saint-Raphaël, Clémence, élève de première au lycée Darius Milhaud, et moi, Margot, journaliste. Anne part explorer les fonds marins à la recherche d'une épave. Nous revivons, à travers son récit, une aventure époustouflante. Plongeons dans une épave. Nous sommes sur une vedette qui appartient à Anne. C'est un bateau à moteur de 8 mètres de long. Nous avons mis l'ancre dans une baie abritée de l'île Sainte-Marguerite. On se prépare avant de plonger. Clémence, tu peux me passer la bouteille à côté de toi, s'il te plaît ? Margot, t'exagères, je viens de mettre mes palmes. Ok, c'est bon, je vais la chercher. Anne, justement, t'en profiterais pas pour nous faire un petit briefing un peu avant qu'on plonge ? Oui, bien sûr. Alors les filles, dès qu'on a 100 bars dans la bouteille, on fait signe. Parce que comme c'est pas profond, on va faire une plongée un peu longue tant qu'à faire. En fait, le but, c'est quand même de bien regarder ce qui se passe sous l'eau. Donc, le moindre artefact, la moindre chose un peu particulière, vous voyez, qui est pas endémique, qui rentre pas dans le paysage classique des fonds marins, vous le regardez et vous m'appelez. On va essayer de chercher toutes les anomalies qu'on va pouvoir trouver. Ok, ça me va. Et Anne, pourquoi on plonge ici précisément ? Parce que il y a vachement de monde quand même. Ah ouais, t'as remarqué, ouais, on n'est pas seul. Il y a des bateaux partout. En fait, tu sais, je crois que Clem, dans l'Antiquité, c'était un peu pareil finalement. Ils ont certainement mouillé ici parce que les conditions ont dû certainement peu changer. Et donc, ça veut dire quoi, mouiller ? En fait, ils se sont ancrés aussi au même endroit. Et donc, s'ils sont ancrés là parce qu'il y avait mauvais temps, peut-être on peut imaginer qu'il y a eu un naufrage en fait, parce que là, c'est le seul endroit finalement où on est bien abrité des vents dominants, du courant. C'est pour ça qu'on est tous ici. Et en même temps, tu sais, un bateau qui veut se faire réfugier parce que il est en perdition, on peut complètement s'imaginer qu'ils viennent s'ancrer dans le coin et puis la cargaison a pu passer par-dessus bord. Enfin, je vous promets rien, mais le but c'est d'aller vérifier ce que je dis en fait, finalement. Ok. Et comment tu sais où chercher du coup ? Ah mais je sais pas, Clem, c'est ça la passion. Je vais n'importe où, je cherche n'importe où en fait. C'est vaste l'océan, enfin la Méditerranée en l'occurrence. Ah oui, carrément, c'est pour ça que je trouve pas souvent d'ailleurs. Je vous le dis tout de suite. Et c'est quand le meilleur moment pour plonger ? Le meilleur moment, c'est quand on se sent prêt en fait et quand on est très concentré. Parce que pour être sous l'eau et chercher des choses, il faut avoir, si tu veux, la passion, la plongée, à ce moment-là, c'est plus qu'un moyen, c'est pas une finalité. On n'y va pas pour être bien dans l'eau et voir des poissons. On vient justement, on se sert de la plongée pour aller dans un milieu qui est plus ou moins hostile. Là, c'est plutôt calme. Et puis d'essayer de trouver ce qui est hors du temps, hors du commun, ce qui va nous attirer en fait. Et ça sera peut-être ça la clé de ce qu'on cherche en fait. Une épave, un site, n'importe quoi d'autre. C'est bon ? Tout le monde est équipé ? On peut sauter à l'eau ? Ouais, c'est bon pour moi. Ok, c'est parti. Bon, allez, on y est. Comme c'est un peu frais là ce matin, dis donc. C'est toujours aussi beau cette descente dans le bleu comme ça, c'est assez fascinant. Et ce bruit des bulles là. Bon, Clem et Margot sont à côté, ok, c'est bon. Ah, ça y est, on commence à percevoir le sable. On se sent bien. C'est clair, c'est super lumineux au fond. Je pense que ça va être une belle plongée, ça. C'est quoi les espèces de tranchées qu'on voit là au fond de l'eau ?
Ça, Clem, c'est les encres qui laissent ces traces en fait. Quand un gros bateau, on est à Cannes, donc il y a vraiment des gros navires, des mini paquebots. Dès qu'ils jettent l'encre et qu'ils la remontent, et bien en fait le bateau va se tirer sur son encre et l'encre va faire des tranchées. Alors évidemment, ça paraît pas très écolo de faire ça, mais pour les archéologues, pour le coup, c'est super intéressant parce que sur un malentendu, eh bien, ils vont faire sortir du mobilier, ils vont faire sortir un certain nombre de choses puisque l'encre va creuser. Et donc peut-être que c'est un endroit à aller vérifier. Viens, on se dit en approche et on va regarder tout ça de plus près. C'est assez drôle un peu d'avancer comme ça dans ces tranchées où finalement plus on est proche du sable, je sais pas si ça vous le fait à vous, mais plus j'ai l'impression de voler, de léviter au-dessus un peu de ce fond marin. C'est vrai, on fait un peu comme... En fait on est des oiseaux marins, hein. C'est un peu l'idée, ouais. Vous trouvez des choses vous? À part du sable, pas grand-chose. Si, regarde là, un bout de verre là, tiens. Ah bah tiens, un bout de verre à pied. Je me demande, ça c'est certainement un bateau qui a dû le jeter par-dessus bord ou il a dû tomber par hasard. Ouais, je pense que ça, il est pas bien vieux celui-là, effectivement. Mais bon, c'est vrai c'est de la patience quand même aussi, de l'archéologie. C'est de la patience, c'est de la passion et puis il faut prendre le temps de palmer, de regarder centimètre par centimètre et puis repasser même plusieurs fois au même endroit. Tu sais, on peut la trancher, on peut même la refaire dans l'autre sens parce qu'il suffit qu'il y ait un rayon de soleil, il suffit qu'il y ait quelque chose qui nous ait distrait et on voit là où tout à l'heure on n'avait pas vu. Donc on peut continuer à tourner en haut, au même endroit. J'ai trouvé ce truc dans une des tranchées. Ça te dit quelque chose, Anne? Fais voir. Ah oui. Oh, j'ai l'impression que c'est une lèvre d'amphore. Oui, regarde. Une quoi? Oui, l'extrémité, à l'extrémité de l'amphore, tu sais, cette partie là qui fait un peu bec verseur là. Ah ouais. Eh ben il me semble bien que c'est ça. Bon, écoutez les filles, on va le laisser en place parce que vous savez qu'on n'a absolument pas le droit de remonter quoi que ce soit des fonds des mers. Donc l'important c'est d'en faire une photo. Bon là on n'est pas parti avec un appareil, mais c'est pas grave. On va remonter à la surface et baliser l'endroit pour pouvoir ensuite replonger avec une autorisation et puis aller explorer ça et vérifier surtout ça de plus près. Ok ? Ok, mais c'est juste un morceau de vase, non ? Oui, peut-être, Clem, c'est peut-être qu'un petit morceau de vase ou d'amphore ou de céramique, mais ça veut peut-être aussi dire que derrière, il y a une épave. En fait, ça peut être aussi bien un objet cassé qu'un objet entier et isolé qui est tombé d'un bateau, comme une amphore intacte, ou ça peut être carrément une épave. Là, ça ressemble vraiment à un bout d'amphore, donc on est vraiment sûr. Je peux même te dire à peu près la date, parce que vu la forme de la lèvre, oui bien sûr, tu sais c'est facile en fait. Toutes les amphores ont des formes très particulières qui correspondent à une époque et à un contenu. Ça, de toute évidence, on est sur un morceau d'amphore de gréco-italique, c'est-à-dire la fin de la période grecque, le début de l'époque romaine, donc on est autour du 2e siècle de notre ère avant Jésus-Christ. Ok, donc on a trouvé un vestige, donc a priori d'avant Jésus-Christ, on en fait quoi? On le laisse au fond et on n'y porte pas atteinte surtout. Interdiction d'y toucher. Ok, on met un petit peu de sable dessus pour faire genre on n'a rien vu? Oui, c'est une très bonne idée même. Ok. Mais pourquoi on doit la recouvrir? Et comment on va savoir où elle est et où on va chercher la prochaine fois? Parce que quand on va remonter, on va faire venir le bateau et sur mon bateau, il y a un GPS. Et donc on va pouvoir prendre un point GPS. Malin. Et aujourd'hui, on est précis à 10 cm près. Donc comme on a bien repéré la tranchée par rapport à l'endroit où on est, regarde un peu plus loin, très très au fond, là-bas il y a un peu de Posidonie. Je pense que quand on reviendra, si on revient assez rapidement, on devrait retrouver l'endroit, sans problème. D'accord. Et puis Clémence, on ne crie pas sous tous les toits parce qu'on aimerait éviter que d'autres plongeurs amateurs viennent fouiller dans le coin. Ah bah carrément. Des pirates? Des pirates, mais oui, les pirates des temps modernes. Non, tous ceux qui sont au-dessus là. Tous ceux qui sont au-dessus et qui sont prêts à piller plutôt l'épave, oui tout à fait, bien sûr. C'est des vrais en fait. Oui, pour prendre des souvenirs, pour avoir un témoignage du passé, tu sais, les gens sont très friands, les plongeurs sont très friands, ce genre d'objet, donc il faut être discret. Et puis on se rend pas forcément compte, tu vois, t'aurais pas été là, moi j'aurais été là, oh trop bien, je vais le remonter à bord. Sans me rendre compte que c'était un objet archéologique d'une grande valeur. Je comprends. Après avoir effacé toutes les traces de notre passage, on remonte à la surface. On est très attentive au bruit de moteur, parce que malheureusement, il y en a encore beaucoup à cette période. La voie semble libre, on remonte à bord du bateau.
Je comprends pas, Anne. Ça signifie quoi, ce morceau d'amphore? Alors ça signifie deux choses. Soit c'est une amphore qui a vraiment, tu sais, elle a vraiment l'air intacte, parce que quand c'est un tesson, ça se voit sur le sable. La forme est plus découpée, ça ressemble tout petit. Là, on a bien vu, tu sais, que je pense que l'objet est intact. Et si l'objet est intact, eh bien, il y a deux solutions et pas plus. Soit, eh bien, il y a tout le bateau et l'amphore n'est que l'objet qui émerge encore un petit peu du sable, et toutes les autres amphores sont sous le sable, cachées profondément. Ou alors, eh bien, malheureusement pour nous, on aura moins de chance et ça sera juste un objet qui est tombé par-dessus bord. Alors pourquoi les amphores passent par-dessus bord? Eh bien, soit parce que l'amphore a été consommée, elle était vide et ils l'ont jetée quand ils étaient au mouillage, comme nous ici. Ou alors, eh bien, peut-être que le bateau a voulu se délester parce qu'il était en perdition et il vient se mettre ici à l'abri, là où on est, pour pouvoir rester à flot, et il jette par-dessus bord la cargaison. Donc là, on serait tombé sur une des amphores et le bateau a coulé ou pas. Alors peut-être qu'il a coulé plus loin, peut-être qu'il n'a pas coulé. Ou peut-être que malheureusement, eh bien, en fait, il y a tout le navire et tout est sous cette amphore. Il faut aller voir. Du coup, ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir une épave en dessous? Oui, tout à fait. Trop bien. Mais du coup, on n'aurait pas vu l'épave? On n'aurait pas vu ce qu'il y a autour? Alors en fait, le bois de la coque, parce que les navires antiques évidemment sont tous en bois, et le bois est fait de deux matériaux principaux, de la léline et de la cellulose. Et ces composantes vont disparaître petit à petit. En fait, la cellulose va disparaître, tout ce qui est à l'extérieur en fait du sable va disparaître, et le fond de la coque va être protégé par du sable qui lui-même est protégé par la cargaison. C'est-à-dire que quand le bateau va couler, les amphores vont rester en place, le sable petit à petit va venir remblayer l'ensemble, et toutes les superstructures qui sont hors du sable vont s'abîmer, vont partir en poussière, tu penses, depuis 2700 ans, tu imagines. Donc par contre, quand on enlèvera la cargaison, si on a une autorisation de fouille et si on peut faire un chantier, une étude de cette épave, là, on pourra peut-être trouver la coque, si ce n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, un versement d'amphore tout simplement. Et donc dans quel cas, le navire, lui, a continué à naviguer ou à s'échouer un peu plus loin. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas plonger tout de suite, on n'a pas d'autorisation, parce que c'est tentant d'aller vérifier maintenant. Et oui, il faut attendre que le ministère de la Culture, que le DRASM nous autorise à faire des travaux sous-marins. Sinon, on n'y touche pas. Après avoir déposé une pré-demande, puis une demande d'autorisation de sondage auprès de la Direction des recherches archéologiques, subaquatiques et sous-marines, nous avons dû envoyer un CV, une liste des participants à la fouille, une liste des équipements mis en œuvre, un document de chantier pour expliquer la sécurité mise en place. Après avoir rempli le dossier Natura 2000 pour expliquer que l'on n'arracherait pas de Posidonie et j'en passe, 2 ans se sont passés et nous avons enfin l'autorisation de fouiller la zone à la recherche d'une épave. Nous sommes au mois de mai. C'est le grand jour, nous sommes à nouveau sur le bateau d'Anne. À bord, il y a 4 plongeurs. On va devoir se relayer pour les plongées car nous sommes limités à 2 par jour. Anne, qui est donc la chef de mission, briefe ses équipes. Bon, le binôme Jacques et Jean-Louis, vous partez tous les deux là. Après, on descendra. Vous savez qu'on va essayer d'organiser la campagne photographique derrière vous. Donc, s'il vous plaît... C'est quoi ce bruit insupportable là? C'est vrai qu'il est présent. C'est quoi Il y a qui a emmené une tondeuse à bord du bateau, quoi? Ah ouais, ça il faut s'y faire, hein, c'est clair, c'est assourdissant. Ouais. Et ben, c'est le moteur qui sert à créer au fond de l'eau de l'aspiration. En fait, c'est le moteur de l'aspirateur à sédiments. Ça aspire l'eau de mer, ça la renvoie sous pression. Vous avez vu avec ces tuyaux pompiers là orange, ouais. Et ben, ça descend sous l'eau. Et là, il y a le plongeur qui est en bas et avec le gros aspirateur, ça crée une dépression. Ça aspire du sable que ça rejette un peu plus loin. Vous vous rendez compte, on arrive à déplacer 5 à 6 tonnes de sable à chaque fois qu'on fait une fouille. Incroyable. Ah ouais, du coup, c'est pour nettoyer? C'est ça, c'est pour aspirer le sable en fait. Et on n'a pas trouvé malheureusement plus silencieux et plus discret et qui sent moins l'essence, hein, parce que ça... Ouais, quand même.
Parce qu'on pourrait pas le faire à la main, sinon ça lèverait tout le sable et ça serait inutile de dégager comme les archéologues sur Terre avec leurs pinceaux. Et c'est que surtout, nous, ça redescend en fait. Tu peux pas faire un trou de plus de quelques centimètres en fait, parce que le sable, il retombe dans le trou automatiquement. En fait, on peut pas l'enlever à cause de l'eau. Donc il faut l'expulser. D'accord. Bon, on va s'y habituer. Hein. Ouais. Et sinon, on y va ? J'ai trop hâte. C'est parti. Allez, juste avant, t'as pris la plaquette en plastique ou pas, Clémence ? Pourquoi ? Ah oui, la plaquette. C'est indispensable de descendre avec la plaquette. C'est la seule façon pour communiquer sous l'eau et pour pouvoir échanger des informations. Et puis ça va nous servir aussi à faire pas mal de relevés. Donc dès qu'on va voir quelque chose de plus particulier, on va le prendre avec le carroyage, le grand carré que vous allez trouver au fond. Et tous les carrés, c'est comme en fouille terrestre, sont numérotés. Donc on sait exactement où se situent tous les objets. Donc regarde bien si la mine du crayon papier est bien taillée pour que tu puisses écrire. Est-ce qu'on a d'autres matériels à prendre justement avec nous là ? Non, le décamètre est déjà sous l'eau, donc il faut surtout pas oublier la plaquette. L'appareil photo si vous voulez faire des photos souvenirs, mais sinon il y aura le photographe. Bon, enfin, moi je veux bien. Hein. Allez. C'est bon, nous sommes enfin prêtes, on saute à l'eau et on se dirige vers la zone de recherche. Bon, alors surtout, vous touchez à rien, hein, ok ? On reste bien en suspension, comme on l'a dit, au-dessus. Vous voyez, on a le carroyage qui est bien en place. Le gros appareil, l'aspirateur, vous voyez, c'est le gros tube long et gris. Il y a le plongeur qui est juste à côté. Vous avez vu, il fait rentrer tout doucement le sable. Ça aspire bien. Et on commence à dégager... Ah oui, une anse d'amphore. Vous la voyez, la lance d'amphore, juste à côté de la lèvre ? Ah ouais, donc elle est pas toute seule, alors, le morceau qu'on a trouvé... Eh ben non. En fait, regardez le nombre d'amphores qu'il y a sous l'eau. En fait, on a commencé la fouille il y a quelques jours et on a déterré beaucoup plus d'amphores que ce qu'on imaginait. Donc il n'y a aucun doute, ce que tu as trouvé, Clem, c'est une vraie épave en fait. Tu es l'inventrice d'une épave archéologique parce que regarde, il y a plein d'amphores tout autour et donc c'est sûr, le bateau est là et l'épave est complète, je pense. Trop classe. C'est quoi le nom de cette épave alors? On sait, on trouve le nom du bateau? Comment ça se passe? Ah non, on va pas trouver le nom parce que ça ne sera pas inscrit sur la coque et on ne connaîtra pas non plus le nom du capitaine. Non, c'est nous qui allons lui donner un petit nom et généralement, tu sais, on donne le nom de l'endroit où on est. Alors celle-ci, je pense que ça s'impose. Hein. Et si on l'appelait Fort Royal? Ouais, j'aurais préféré le Club des Trois, mais bon, après, c'est toi qui le décides. Hein. Non Marco, non, attention, ne touche vraiment rien. Je sais que c'est tentant, mais laisse faire le plongeur au fond. Ah oui, il faut pas, parce que si tu veux, on va perdre des informations après. Et si tu nous fais bouger l'amphore, ne serait-ce que de la faire rouler, elle sera plus dans sa position initiale. Et donc, nous, on va perdre la compréhension de savoir comment le bateau a coulé et dans quelles circonstances, en fait. Parce que grâce à la position des amphores, on va pouvoir interpréter l'installation originale et donc en déduire ensuite les circonstances du naufrage. Mais même avec les courants qu'il y a dans la zone, c'est pas non plus des courants énormes, mais j'imagine que ça bouge un peu. Non, c'était sous le sable, tu me diras. C'est tellement conservé sous le sable et puis le sable c'est sédimenté, c'est-à-dire qu'il est devenu, regarde comme il est dur, tu as vu, touche un peu, c'est presque de la pierre. C'est presque de la pierre, c'est ça. Et en fait, nous, on va faire quoi concrètement au cours de cette plongée? Parce que moi, je t'avoue, j'ai un peu l'image effectivement des archéologues sur Terre avec leurs pinceaux qui découvrent des ossements. Nous, c'est quoi? Alors nous, ça va être surtout de désabler petit à petit. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être, comme on va le faire ensuite, une couverture photo, donc en plan, pour pouvoir avoir la photographie entière du gisement. Ensuite, de continuer à agrandir le gisement. Le problème, c'est qu'une fouille, c'est, comme en terrestre d'ailleurs, c'est extrêmement destructeur. Ça veut dire que quand on va enlever à terme le matériel archéologique, il va rester la coque en bois, mais surtout, il ne restera plus aucune information pour les archéologues du futur. Donc, c'est à nous de prendre toutes les précautions possibles pour avoir un maximum d'informations. Donc, on va en faire des coupes, on va faire des coupes longitudinales, transversales, on va faire des prélèvements de sable, on va faire des prélèvements de ce qu'il y a
dans les amphores, parce que dedans, vous verrez, ça a souvent de la résine ou d'autres produits qui sont à l'intérieur, ou des dépôts même de vin. Tu vas faire quoi des prélèvements si on les remonte à bord et après on regarde au microscope? Après on les envoie au laboratoire en fait, parce que autour de nous il y a toute une équipe de scientifiques qui eux ne plongent pas, mais qui vont étudier les éléments qu'on va leur donner. Notamment par exemple si on trouve du bois, eh bien on va scier des petits bouts de coque pour l'envoyer au laboratoire, et ils vont nous dire la période où le navire a été construit en fait. Il va même nous dire évidemment l'essence, d'où provient le bois, etc. Donc il y a énormément d'analyses qui sont prélevées. C'est pour ça que du coup, il faut éviter de tout toucher. D'accord, donc on va savoir d'où vient le bateau, où est-ce qu'il a été construit, et ce qu'il contenait, c'est ça? Exactement. Et probablement sa destination. Incroyable. La destination aussi? Oui, et on peut même savoir combien, parfois sur certains navires, on a même pu savoir quand il y a des passagers, parce que souvent les bateaux à l'époque antique, ils étaient à la fois c'était des navires de commerce, mais aussi des navires de passagers, c'était des bateaux mixtes. Et on peut même savoir combien il y avait de passagers à bord. Incroyable. Avec les effets personnels? Exactement, avec des fois les semelles en cuir, des chaussures qui ont été retrouvées sous l'eau. Eh ben, Incroyable. incroyable. Trop bien. Anne, je suis quasiment sur la réserve, va falloir que je remonte. Bah, tu remontes pas toute seule. On remonte tous ensemble. Allez, on remonte au mouillage du coup. J'espère que vous en avez bien profité et bien tout vu. Hein. Ouais, j'ai pris plein de photos, c'est bon, tout est immortalisé. De l'autre côté? Ok. Oh, j'ai super faim. Est-ce qu'on peut faire une pause déj là? Bah écoute, je briefe encore l'équipe juste pendant que nous on mange, qui va partir après le photographe là, et puis on déjeune. Du coup, alors les photos, je pense que ça doit être bien, même s'il est en train de les continuer. Du coup, Jean-Louis et Franck, vous partez après. Il faudrait continuer à travailler sur le carrosse C8. Tu sais ce qu'on mange, toi? Continue à dégager. Non, pas du tout, je suis pas de corvée de cuisine. Et peut-être l'an suivante, parce que vous avez vu, j'ai l'impression. Attends, je vais demander. Une Anne, tu sais ce qu'il a préparé, Bernard? Bah écoute, je crois qu'il nous a fait un petit pâté maison, et puis je crois que Jacques nous a fait ses lentilles à l'ail, non, à l'oignon, pardon, ouais, je confonds toujours. Enfin, on se parlera de loin alors, hein, ça vous va? Ah ouais, non mais c'est son truc à Jacques, les lentilles à l'oignon, surtout que la plupart du temps, lui dites pas, hein, mais je crois qu'il met surtout plus d'oignons que de lentilles, mais bon, super. Bon bah je prendrai de la terrine alors. Anne, t'as déjà découvert des trésors sous-marins? Tu sais, Clem, les trésors... T'entends quoi par trésor? Les pièces de monnaie, les bijoux, les rubis, les diamants. Bah ouais. Ah, bah c'est pas la bonne mer en fait, désolée. Et non, en Méditerranée. C'était moi là quoi. C'est ça, c'est pas ici que ça se passe. Les corsaires, c'est pas en Méditerranée. Tu sais, pour un archéologue, un trésor, ça va être tout simplement un objet qui va permettre d'apporter une connaissance supplémentaire à déjà tout ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que, on va trouver un élément qui va être significatif d'un type de commerce. Par exemple, tu vois, une fois, j'avais trouvé une toute petite boulette bleue, mais minuscule, grosse comme l'ongle du petit doigt. Et en fait, c'était du bleu égyptien. Et sur cette épave, avec les céramiques et le mobilier qu'il y avait dessus, qui était le fret, qui était destiné à la vente, on ne savait pas qu'à cette époque-là, au moment où on circulait ce type de céramique, il y avait aussi un lien avec l'Égypte et avec le bleu égyptien. Et ça, pour moi, ça, c'est un trésor. Tu comprends ? Et comment t'as découvert ton métier ? Et pourquoi t'as décidé de te concentrer sur les épaves ? Parce que je suis comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite. C'est vrai, t'as toujours été sous l'eau finalement ? Oui, j'ai toujours aimé aller à la mer. Quand j'ai toute une famille qui aime la montagne, moi j'ai préféré la mer. Ah oui ? Ah oui. Et oui, parce que... t'as pas été initiée par ta famille alors ? Non, pas du tout. Il n'y en a aucun qui plonge et il y en a très peu qui se baignent. Donc non, j'ai été initiée parce que quand on est petit, qu'on va à la plage, on se baigne petit à petit, puis on voit la posidonie, donc on en a tous peur, hein, évidemment, ces espèces d'algues là qui nous touchent. En plus c'est des plantes, c'est pas des algues. Et donc on continue, puis d'un seul coup on s'aperçoit qu'en fait sous l'eau c'est immense. En fait il y a l'immensité qui nous appartient. On a l'impression même que c'est la liberté qui nous accueille.
Et donc, j'ai toujours eu envie d'aller plus loin. Alors j'y suis allée en apnée, et puis en apnée, j'en ai vite à court d'air. Un peu plus limité, c'est et sûr. C'est ça. En plus, je parle pas super bien. Donc je me suis mis à la plongée sous-marine, et j'ai jamais sorti le masque de l'eau. D'accord. Et t'as déjà été en danger ? J'essaye d'être quelqu'un d'extrêmement prudent, en fait, on dirait pas, mais j'essaye de prendre en compte l'ensemble des paramètres pour avoir la sécurité optimale dans toutes les circonstances. Alors, il y a des fois où ça a été un peu tendu, mais des fois où il y a eu du courant, par exemple, où j'ai plongé par grand courant sous-marin et je me suis quasiment essoufflée. Et puis bon... on n'a pas trop envie d'être essoufflé. C'est ça, sous l'eau c'est difficile. Et puis en plus, il y a un dicton qui dit « La mer, c'est 1000 fois pour toi, une fois pour elle ». Le tout, c'est de jamais être dans le « une fois pour elle ». Ouais. Et puis il faut dire aussi que dès lors qu'on fait de la plongée, il y a un risque. Complètement. Le déjeuner était délicieux, mais là, il faut vraiment qu'on y retourne. Alors on enfile les combis, les bouteilles, et c'est parti. Attends, là, il y a un truc, c'est un morceau d'épave, tu penses? Ah mais oui, carrément, ouais, on y est là. C'est toute la palanquette d'avant à enlever, à dégager donc les deux amphores. Et oui, le bois, la coque apparaît, là, c'est sûr. Tu vois, regarde, c'est marron. Alors, ne mets pas le doigt dessus. Oui, c'est ça. Et pousse un tout petit peu le sac, voilà. Continue et poussette. Voilà, regarde, on le voit bien commencer à sortir. Je me demande si on voit pas en fait une membrure, tu sais, c'est les espèces d'arêtes de poisson là qui tiennent la coque. Et puis les bordées, les planches qui font vraiment la coque dessous. Tu vois, je pense qu'on voit les deux. Et ben alors là, c'est sûr, Clem, bravo, c'est une épave. Il n'y a pas de doute, tu vois, c'est pas un jet d'amphore à la mer, parce que là, si on a le bois de la coque, alors on n'a peut-être pas le fond de carène, on ne sait pas encore exactement quelle partie on est de la coque, mais en tout cas, le navire est là dessous. Donc ça sera peut-être l'objet d'une campagne suivante, ça, parce que c'est encore un gros travail à dégager, le bois. Comment tu te sens là, Anne? On a plongé il y a 2 ans au hasard, on a trouvé un petit bout d'amphore. Là, on découvre qu'il y a effectivement une épave. C'est un truc de dingue, j'imagine, pour toi. Bon, attention les filles, hein, l'archéologie sous-marine, c'est un virus et il n'existe pas d'antidote. Hein. Ouais, j'imagine à chaque fois qu'on trouve une épave, il y a une grande émotion, non? Bah, tu vois, on l'a vécu, regardez, on l'a vécu toutes les trois ensemble, et ben c'est exactement ça en fait. Au début, on est content parce que Clem a trouvé un morceau d'amphore. Margot, t'étais à fond parce qu'on s'est dit, ouais, allez, on continue. Et puis après, on s'est dit, ah mince, mais il y aura tout le gisement, il y aura la coque, il y aura tout le bateau, il y aura pas. Et en fait, ce qui est formidable, c'est que c'est de l'émotion au compte-gouttes, petit à petit, au fur et à mesure des découvertes, au fur et à mesure de l'avancée. Voilà, tout n'est pas servi en fait sous l'eau, et je crois même dans la vie, tout n'est pas servi sur un plateau en fait. Ce qu'il faut, c'est avoir envie de continuer, de persévérer et de creuser littéralement pour le coup là. C'est ça. D'ailleurs, c'est quoi la prochaine étape là, pour ce bateau? C'est qu'on va dégager le sable pour essayer de voir justement ce que c'est. Ça, ce sera la prochaine équipe. Qu'est-ce qui va se passer? Alors là, pour cette plongée, pour cette saison-là et cette campagne-là, on va s'arrêter aux amphores. On va recouvrir après, on va mettre l'aspirateur à sédiments dans l'autre sens. C'est frustrant. Après tout, ça fait 1 mois qu'on est dessus, qu'on galère, qu'on se tape le bruit insupportable là-haut, et là on recouvre tout. Et là, on met tout le sable qu'on a enlevé. Tout pour protéger? Oui, absolument, Clémence. Il faut protéger la coque. Alors, il faut protéger d'une part pour pas que le pillage s'effectue dessus, mais surtout pour protéger la coque de l'eau libre, en fait. Tu sais, on avait dit tout à l'heure, il faut que absolument elle soit dans un milieu anaérobique où il y a peu d'air, à l'abri de la lumière, et donc il faut remettre le sable pour protéger ce bois. Je pense, tu sais, Margot, qu'on fera une autre campagne encore une fois l'année suivante, quand là on s'attachera à demander une autorisation de prélèvement des amphores, mais aussi une autorisation pour étudier la coque. Mais bon, là on va quand même continuer les plongées suivantes et on va remonter toutes les amphores qu'on a dégagées pour que justement on ne puisse pas nous les enlever, et on va rensabler après. Donc ça on a le droit?
Ah, ça, il faut enlever les amphores parce qu'il faut qu'on commence à étudier, à les dessiner, à exactement regarder si elles n'ont pas de timbre. Ce sont des petites marques qui ont été faites par les potiers sur les lèvres ou sur les épaules, juste en dessous de l'anse, là, vous voyez. Bon, les fragments là que l'on a, il n'y en a pas, mais peut-être qu'il y en aura sur les autres amphores. Donc on va les sortir de l'eau, on va les sortir de l'épave, on va les remonter hors de l'eau et ça, vous allez voir, c'est pas une mince affaire, mais c'est une autre histoire. Elles vont aller dans ton musée après ? Alors au début, elles vont aller dans un dépôt, le dépôt du ministère de la Culture, le dépôt du Drasme, où elles vont être toutes stockées. Et après, eh bien, j'espère plutôt qu'elles iront au musée de Cannes, parce que bah, tu vois, il y a un musée magnifique de la mer. J'espère qu'elles iront là-bas. J'ai pu lire, parce que j'ai regardé un petit peu, j'ai lu quelques petites interviews que tu avais pu faire, que tu étais définie, je sais pas si ça te convient ou pas, comme une chasseuse d'épaves. Le mot chasseur, chasseuse, donc l'épave c'est donc ta proie, comment tu te sens par rapport à ça ? En fait, ce qui me motive le plus, heureusement d'ailleurs, c'est pas de trouver, c'est de chercher. En fait, j'aime chercher, j'ai la curiosité d'avoir envie d'aller toujours un peu plus loin et d'être dans cette quête en me disant je vais trouver. Et j'y crois tout le temps en fait. Donc chasseuse dans le terme, mais pas que les épaves en fait. Je cherche tout ce qui est non endémique, enfin, tout ce qui est extraordinaire. Voilà, en me disant mais qu'est-ce que ça fait là, voilà. Pendant 1 mois, nous plongerons tous les jours, 2 fois par jour. Nous n'avons pas fini d'en apprendre sur cette épave. Elle est d'ailleurs toujours à l'étude. C'est le dernier jour. Bernard nous a préparé sa spécialité, saucisson maison aux lentilles. Je crois que Anne, t'aimes bien toi pour le coup, là, son saucisson avec ses lentilles. Oh là là, et puis alors vous l'avez mangé son saucisson et son pâté. Non mais... Non, Bernard, ne dis pas qu'on t'invite que pour ça, mais quand même. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a appris, cette épave ? Et c'est quoi les résultats des données ? Alors, du coup, on sait que c'est un bateau du 2e siècle avant notre ère, on en est sûr. Les amphores contenaient du vin. On a retrouvé des petits résidus à l'intérieur qui confirment bien que ce sont des amphores à vin. On sait que c'est un bateau, a priori, qui a l'air d'être construit ce qu'on appelle shell first, c'est-à-dire qu'on mettait la quille et après les bordait, et ensuite on est venu placer les membrures. Maintenant, les bateaux sont construits exactement à l'inverse, les bateaux de pêche. On a compris que c'était un petit bateau d'une douzaine de mètres, quinzaine de mètres, et qui devait avoir à bord 150, peut-être 200 amphores. Ok, et on sait pourquoi il a coulé ? Ça reste encore un mystère, en fait. Peut-être qu'il s'est mis à l'abri, peut-être aussi qu'il y a 2000 ans, le sable était légèrement plus haut, les eaux un peu plus basses, il y avait peut-être moins de profondeur. Peut-être qu'il a voulu passer dans la passe et qu'il s'est échoué. Ça reste encore à élucider. Et du coup, le bateau, quand il sera totalement fouillé, il va devenir quoi ? Il va rester au fond de l'eau, lui, par contre, parce qu'on a aujourd'hui très peu de moyens pour conserver le bois hors de l'eau. Alors, tu me diras, à Marseille, il y a quelques épaves au musée de la Bourse. Il y a les épaves de la place Jules Verne qui ont été sorties, mais ils étaient dans un autre milieu, lacustre, certes, mais pas en pleine mer comme ça. Et puis ils sont traités, non, je crois, pour être conservés. Ils sont traités, c'est des traitements très lourds, très onéreux, qui demandent une place énorme à exposer. Donc, jusqu'à maintenant, les coques des navires, on les laisse en place, puis il faut bien laisser de la place à des jeunes archéologues, n'est-ce pas, Clem ? Avec plaisir. Mais qu'est-ce qui menace aujourd'hui justement la découverte de nouvelles épaves ? Eh bien, en fait, il y a un lien avec le réchauffement climatique qui érode davantage les côtes. Il y a plus de sable, en plus l'engraissement des plages également. Ce sable va dans la mer et petit à petit, tu l'as vu, Clem, quand on trouve, et Margot aussi, on l'a bien vu, quand elle a trouvé le petit tesson d'amphore, oui. On le voit à peine, parce qu'on était là, au-dessus, au bon endroit et au bon moment. Mais dans une 50aine d'années ou dans une 100aine d'années, quand il y aura un tout petit peu plus de sable, on les verra plus. Et ça menace la découverte, mais pas l'épave. Absolument, ça menace nos futures connaissances, tout à fait. Tiens, Clémence, tu peux me passer le plat à côté de toi, s'il te plaît ? Ouais. Anne, moi j'ai 16 ans. À mon âge, c'était quoi ton rêve ? Alors en fait, je voulais être soit explorateur, soit, j'ose pas te le dire, on est à table, Oula. Médecin légiste. Médecin légiste.
Oui. C'est différent. En fait, pas tant que ça. Parce que le principe, c'est de comprendre, en fait, dans ce cas-là, c'est de comprendre la cause du décès de la personne, l'accident, qu'est-ce qui lui est arrivé, quel âge il avait, comment les circonstances. Oui, vu comme ça, effectivement. Et là, on n'en est pas loin. Et aujourd'hui, c'est quoi ton rêve ? J'en ai un, vraiment. J'aimerais beaucoup que la législation sur l'immersion d'épaves puisse changer. Il y a la Convention de Barcelone qui interdit l'immersion de navires en Méditerranée. Alors, dans la Convention de Barcelone, il est dit que l'idée, c'est de ne pas pouvoir se débarrasser d'épaves polluantes terrestres et de les immerger comme des déchets. Et je pense que cette convention de Barcelone peut être revue et de se dire que quand on immerge maintenant un navire récif, c'est comme ça qu'on pourrait les appeler, eh bien ça crée une zone, un environnement propice au développement de la biomarine et de nouveaux espaces pour désengorger les lieux surfréquentés par les plongeurs et puis de faire un nouvel atout touristique pour les communes. Et donc il y a des endroits en Méditerranée et sur nos côtes qui sont sableuses, qui n'ont pas une vie extraordinaire et donc on pourrait par là même, alors évidemment il faudrait que ça soit des épaves qui aient des navires récifs, qui aient un lien avec l'histoire du lieu et on ne va pas immerger un chalut breton devant les côtes de Saint-Tropez, on est bien d'accord. Pourquoi pas un petit peu de Bretagne près de Saint-Tropez, ça fait pas de mal. Il y aurait trop de pluie après. Et ça, je pense que c'est un peu le devenir qui pourrait être très intéressant à développer et des projets à soutenir. Et j'aimerais bien pouvoir y contribuer d'une part et puis de le voir se réaliser d'autre part. Plongeons, le podcast immersif de l'océan est soutenu par One Ocean. Cet épisode a été produit et réalisé par René Prod, le studio de podcast durable, et enregistré dans les locaux de Gobelin Paris. Le son 3D que vous avez expérimenté est développé par la technologie Dolby Atmos et le sound designer Laurent Jiménez. Les notes de piano que vous entendez dans cet épisode sont l'œuvre de Guillaume Poncelet, musicien, compositeur et soutien du podcast Plongeons. Merci au lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, un lycée public engagé dans l'éducation et développement durable. Alors, on ne va pas vous demander de nous mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Une petite pensée pour l'océan nous suffira largement.